Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité des Sciences et à l'auditorium du Collège de la Cité des Sciences. Je suis Gilles Davidovitch de la Société astronomique de France. Merci d'avoir bravé le mauvais temps et ce dimanche de fête des mers pour cet après-midi assez spécial, assez particulier, assez spatial, où nous allons faire un tour d'horizon de 4 missions spatiales en cours, 3 missions américaines et une mission européenne, avec 4 spécialistes français de l'exploration du système solaire, que je vous présente tout de suite. Alors si on peut projeter mon ordinateur, et sinon je vais le faire, je vais le faire de mémoire. Donc Benoît Quinry, qui est planétologue à l'IMCCE, donc l'Institut de mécanique céleste et de prévision des de calcul des éphémérides. Voilà. François Forget, qui est planétologue et qui est directeur de recherche au CNRS, et bien connu des planétologues, puisqu'il est aussi spécialiste de l'atmosphère de Mars, notamment à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Annie-Chantal Levasseur-Regour, que je salue. Si vous étiez là le 12 novembre dernier pour l'atterrissage de Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko, eh bien, nous l'avions en visioconférence depuis le centre de contrôle de Darmstadt. Donc Annie Chantal est spécialiste des comètes, notamment professeure émérite d'astronomie et de physique spatiale à l'université Pierre et Marie Curie, à 2 pas d'ici, et chercheuse au LATMOS. Et puis Francis Rocard, bien connu aussi si vous nous suivez depuis des années, puisque Francis est astrophysicien responsable de l'exploration spatiale du système solaire au Centre national d'études spatiales. Donc, en gros, il est de toutes les aventures spatiales où la France et ses différents laboratoires, du CNRS notamment, mais des universités également, ont un rôle à jouer. Voilà, donc 4 experts qui vont nous présenter chacun une de ces missions spatiales, une de ces 4 missions spatiales en cours. Curiosity d'abord sur la planète rouge, puis on parlera de Rosetta, Philae et de la comète Churyumov-Gerasimenko. Rosetta tourne toujours autour de cette comète. Philae sommeille toujours sur la comète. Donc on va voir un petit peu en détail tout ce que l'on a appris et puis tout ce que l'on va peut-être encore apprendre. Et puis, il sera temps de parler d'une mission dont on n'a pas beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers mois à notre grand désespoir, la mission Dawn, qui tourne autour d'un astéroïde, le plus gros même de ces astéroïdes, qui s'appelle Cérès. On va revenir en détail sur cette mission extraordinaire qu'est la mission Dawn. Et on terminera par Pluton. Pluton finalement, qui a une bonne place, puisque c'est la première et la dernière des planètes, alors planète naine, on verra, et qui sera survolée le 14 et le 15 juillet prochain par une mission. C'est la première fois dans l'histoire qu'une mission spatiale va survoler Pluton. Et donc on vivra ici même, en direct, le 15 juillet à 18h, cette extraordinaire aventure, puisque c'est le dernier corps majeur du système solaire, totalement inconnu des scientifiques et du grand public. Voilà, donc merci à vous 4 aussi d'être venus pour cet après-midi spatial. Et donc Francis, tu as l'honneur d'ouvrir le bal avec donc une présentation de la mission Curiosity sur la planète rouge. Francis, c'est à toi. Merci. Voilà le pointeur rouge. J'ai un micro. Et tu as un micro. Oui, normalement un micro main. J'ai oublié. Ah, il est là-bas. Voilà. Pardon. Oui, voilà. Donc, on m'a demandé de vous parler de Curiosity. Alors, c'est vrai que ça fait... en ce moment, la grosse actualité, c'est Rosetta. Et donc, il a fallu un petit peu revenir sur Curiosity. Le point, c'est que cette mission continue à explorer Mars, bien sûr. Si on peut avoir mon image à moi... mais vous allez voir qu'elle a pris pas mal de retard et que finalement on attend beaucoup qu'elle arrive à destination. Je vais y revenir et ça c'est pour la fin de l'année. Donc juste un petit rappel, Curiosity, les points jaunes c'est les sites sur lesquels les Américains se sont posés. En fait il n'y a que les Américains qui se sont posés. Enfin, les Britanniques se sont posés mais ça n'a pas fonctionné.
Maintenant, on le sait depuis peu de temps. Les Russes aussi se sont posés, mais ça n'a pas fonctionné avec Mars 3. Et les points blancs, c'était les sites potentiels pour Curiosity. Finalement, c'est le cratère Gale à droite qui a été retenu. Voilà le cratère Gale. C'est ce cratère qui est au milieu de l'image ici, qui a une particularité assez curieuse, c'est qu'il possède une montagne au centre et qui a une forme de triangle, avec la particularité, c'est que cette montagne est d'une taille supérieure au bord du cratère. Et ça, c'est un peu un mystère, cette montagne. Il y a pas, d'abord, vous voyez que les autres cratères n'ont pas ce type de montagne, et il y a beaucoup de discussions pour savoir quelle est l'origine. Autre particularité, c'est un cratère qui est situé exactement à la dichotomie, ce qu'on appelle la dichotomie de Mars, c'est-à-dire les hauts plateaux cratérisés au sud, c'est la région rouge et jaune. Vous voyez, c'est riche en cratères. Donc, c'est une surface très ancienne, 3 milliards et demi d'années. Et au nord, les plaines du nord, avec beaucoup moins de cratères. Et donc, on est à cette dichotomie. Et donc, il y a eu certainement l'eau à résurger, on va dire, de la surface il y a fort longtemps. Et donc, est passée à travers toutes ces zones de la dichotomie, puisque l'eau descend les pentes. Et donc, la pente, c'est vers le haut de l'image. Donc, c'est très certainement qu'énormément d'eau sont passées à travers, y compris le cratère Gale. En termes d'altimétrie, vous voyez que c'est quand même des dimensions importantes. On a 6000 mètres du point le plus bas au point le plus haut de ce cratère. Lui-même fait, je crois, 130 km de diamètre. Et l'ellipse blanche ici, c'était à l'époque même l'ellipse à 3 sigma. C'est-à-dire l'ellipse a 99% de chance d'atterrir dedans, en supposant qu'on vise le point central de l'ellipse. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Alors, je voudrais vous remontrer ce qui s'est passé un certain 12 août 2012. Une petite explication quand même, maintenant que vous voyez le film. Ce que vous voyez, c'est le temps réel de ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur, c'est-à-dire le temps que met cette sonde MSL entre le moment où elle touche l'atmosphère et le moment où elle touche la surface. Ça dure 7 minutes, c'est très rapide. Tous les acteurs en chemise bleue sont les acteurs du JPL qui commandent la sonde. Ces gens-là ne font rien. Ils regardent des écrans. Tout est automatique. Et en fait, ils reçoivent une information en temps réel de ce que les différentes séquences de la descente se passent bien au sens où ils applaudissent. Si ça se passait mal, l'atterrissage serait un échec. Donc c'est pour ça qu'il y a un monsieur qui commente et les autres qui applaudissent. Et comme vous connaissez la fin de l'histoire, puisque tout s'est bien terminé, l'atterrissage a effectivement été un grand succès. Mais il faut rappeler que c'est un atterrissage complexe. Il faut un bouclier, il faut un parachute. Et après, il y a cette technologie très, très nouvelle qui n'avait jamais été fabriquée. C'est le Jet Propulsion Laboratory qui l'a mis au point. On appelle ça le Sky Crane. Donc c'est un système de rétrofusée placé au-dessus de la sonde, au-dessus du rover. Et ensuite, tout ce système, à gauche, vous avez le radar qui pilote un peu l'atterrissage. Et tout est automatisé et on descend sous 3 câbles un rover qui pèse quand même 900 kg et qui va se poser en douceur sur Mars. Voilà. Et dès qu'il y a le contact, on coupe les câbles et le système dit Sky Crane va s'écraser à quelques kilomètres plus loin. Voilà. Et là, on reçoit la confirmation que le rover s'est bien posé et que ce rover est en train de communiquer à la Terre. Donc safe on Mars, comme dit le commentateur. Alors, il y a une autre version de ce film que je trouve très intéressante. Si je la trouve, je vais peut-être l'arrêter quand même. Voilà. Une autre version de ce film, peut-être un peu moins connue, mais tout à fait spectaculaire également. J'ai un petit souci d'image. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, on va le fermer. Pourquoi ça ne s'affiche pas comme je veux? Voilà, à l'écran, il y est. À l'écran, il y est. Bon. Oui, en fait, il y est. Vous allez voir le même commentaire, mais c'est filmé par la caméra de descente du rover. Excusez-moi, je montre la fin avant le début. Désolé. La caméra de descente, elle est située sous le rover. Donc au début, la caméra filme le noir, puisqu'il y a un bouclier thermique, vous l'avez vu. Et ce bouclier thermique
il occulte. Donc au début, on ne voit rien. Mais la séquence se déroule comme on l'a vécu tout à l'heure. Donc je vais un petit peu passer. Voilà. Donc on largue le bouclier, on le voit descendre. Et ce que vous voyez sur le fond de l'image, c'est ces fameuses dunes de sable noir qui vont être très importantes pour la suite de l'histoire et on va y revenir. Et donc cette caméra prend image sur image et on voit le bouclier qui part. Et assez rapidement, on est sous parachute. Et là, il y a une phase un peu longue que je vais accélérer parce qu'il faut faire vite. Et la phase terminale est très intéressante puisque vous avez la faille du Skat-Crane. D'abord, ces images sont très utiles pour les ingénieurs. Ça montre la relative stabilité de la descente, puisque vous voyez que les images oscillent assez peu, et c'est assez remarquable. L'aspect le plus spectaculaire va se passer vers la fin, au moment où la sonde va être très près de la surface, et les fameux rétrofusées du Sky-Crane vont souffler le sol. Donc ça va se voir assez facilement. Pour l'instant, on est encore relativement haut. Vous voyez que ça oscille pas mal, mais il y a un asservissement de la sonde sur les images, donc c'est quelque chose qui est extrêmement sophistiqué pour éviter d'atterrir sur un caillou ou d'atterrir sur un... Voilà, et là, on commence à voir, ça y est, les rétrofusées commencent à osciller, à souffler la surface. Voilà, ça y est, on voit le souffle, toute la poussière est éjectée, et l'atterrissage est très stable. On voit que les roues viennent d'être déployées en haut à gauche. Et quelques secondes plus tard, le rover va se retrouver sur le sol. Et là, on verra une image assez sombre, puisque, en fait, on la voit. Attendez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit le sol qui apparaît. Donc là, évidemment, la caméra est dans l'ombre, on ne voit pas grand-chose, mais c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire et qui montre que cet atterrissage s'est très bien passé, d'une part, et que d'autre part, le système est extrêmement stable. Pour les ingénieurs qui fabriquent ce genre de système, ça a été quelque chose de... Au début, ça ne devait pas marcher, puis finalement, ça a marché. Voilà à peu près les premières images que l'on a eues. Encore une fois, on est en août 2012. Vous distinguez deux zones à droite. C'est là où les rétrofusées ont soufflé la poussière. C'est très précis. Il y a un couple de rétrofusées. On voit bien les deux traces. Donc ça montre la stabilité du système. Ça aussi, les ingénieurs savent le regarder. Alors souvent, ces images sont en fausse couleur. D'où le fait que beaucoup de bleus apparaissent et ce n'est pas une réalité. C'est un traitement d'image pour optimiser ou accroître les différences de teinte. Alors voilà le terrain sur lequel s'est posé Curiosity. C'est un terrain plutôt plat, mais à regarder de plus près, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il n'est pas question de voguer en aveugle là-dedans. Vous voyez qu'il y a quand même des trous, il y a des petites des marches d'escalier de taille importante. Donc il va y avoir une navigation extrêmement précautionneuse pour se promener sur ce type de terrain. Et ça fait maintenant 1000 jours. On en est au 1000e sol depuis hier, exactement. Le 1000e sol vient d'être fêté. Le sol, c'est le jour martien. 24 heures, 40 minutes. En termes de distance, entre ce fameux mont Sharp, je n'ai pas donné son nom encore, mais c'est son nom, et là où est posé le rover, vous voyez les distances à vol d'oiseau, le sommet apparent, environ 16 km. Ça, c'est les distances si on fonçait droit vers la montagne. En fait, ce n'est pas du tout ce qui va se passer, malheureusement. Parce que, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il y a des dunes de sable entre la montagne et le rover, et que les expériences passées de Spirit et Opportunity ont montré qu'il était exclu d'aller naviguer dans du sable ou de la poussière. On peut s'embourber, et donc toute la stratégie va consister à contourner ces dunes, et c'est en gros ce qui se passe depuis à peu près 3 ans. Le petit carré blanc, c'est une zone qui est à plus d'une dizaine de kilomètres. Et le point noir au milieu, c'est un gros rocher qui fait la taille de Curiosity. Donc ça serait Curiosity si Curiosity était sur les montagnes. Ça vous donne un petit peu la taille des dunes qui font une centaine de mètres. C'est assez important. Alors,
Là encore, une image en fausse couleur, hein, tout ce qui est bleu est assez est faux. On a mis en pointillé toute la zone considérée comme polluée sur le plan d'analyse chimique. Donc, de toute façon, le but, c'est de sortir de cette zone. Et les scientifiques ont souhaité aller rapidement vers l'est, vers ce qui s'appelle Yellowknife Bay, et qui est une zone intéressante puisque c'est probablement l'un des points de plus basse altitude de là où il s'est posé. La croix noire dans l'ellipse, c'est le lieu réel où on s'est posé. Et on s'est posé très près du centre de l'ellipse, environ 1 km, 1 km 500, ce qui est tout à fait remarquable, puisque les premiers atterrissages des années 70, c'était plutôt 100-150 km de précision. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le haut de l'image, c'est le bord du cratère, et il y a ce qu'on appelle des vallées ou des rivières qui ont coulé il y a 3,5 milliards, peut-être même un peu plus, milliards d'années. Et ensuite, il y a un delta d'alluvions qui a dû se déposer et l'eau a dû s'accumuler, bien évidemment, dans les zones de plus basse altitude. Et c'est là où le rover est allé se positionner. Et bingo, l'analyse est correcte, c'est-à-dire que sur Mars, on voit des petits galets. Et ces petits galets, vous voyez, qui font un peu moins du centimètre, sont tout à fait analogues à ce qu'on peut retrouver sur un fond de rivière sur Terre à droite. Donc, on a affaire à une rivière qui a... et peut-être un peu un lac. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la vie dans cette rivière et ça ne veut pas dire que la vie a existé dans ce coin du cratère Gale. Alors, quelques résultats scientifiques. Premier instrument qui nous intéresse, notamment parce qu'il est à forte participation française, c'est un instrument qu'on appelle ChemCam. C'est un principe de tir laser pour analyser les roches à distance. C'est la première fois que ce type d'instrumentation était sur Mars. Et vous voyez typiquement le trou d'un tir laser. Là, vous avez une cible qui est perpendiculaire au tableau, j'allais dire. Et vous voyez que sur Terre, la partie, quand on tire avec un laser de puissance, on fait un plasma lumineux. Ça fait une espèce d'étincelle très courte en durée. Sur Terre, elle est toute petite. Sur Mars, la pression est beaucoup plus faible et ce plasma est beaucoup plus important. Et ce qui montre que la technologie qu'on appelle LIPS, ça veut dire Laser Induced Breakdown Spectroscopy, est très intéressante sur Mars et est très efficace. Sur la Lune, on serait dans une situation qui ne serait pas très bonne, donc finalement Mars est très bien adapté à cette technologie. Et voilà typiquement le genre de spectre qu'on obtient avec cette techno. Chaque pic correspond à un atome de la roche sur lequel on a tiré. Et vous pouvez lire, iron c'est le fer, mais magnésium, silicium, etc. Un point intéressant, vous avez d'une part le domaine d'analyse de ces pics qui vont de l'ultraviolet au visible et jusqu'à l'infrarouge. Et si vous regardez le petit encart à droite, ici, on voit un pic qui est lié à l'hydrogène et il y a écrit hydrogène first shot. En fait, au premier tir laser, on a un pic d'hydrogène, au deuxième tir laser, on n'en a plus. Et ça, on a compris que cet hydrogène vient de la poussière qui se dépose sur les roches absolument partout. Et donc, c'est un résultat de ChemCam. Les poussières sont très riches en eau, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Donc, vous voyez une richesse importante. La technologie permet d'analyser tout ce qui est jaune et bleu foncé, très bien. Les gaz rares à l'extrême droite, pas du tout. Évidemment, les gaz rares, ça s'ionise pratiquement pas. Le carbone, l'azote, l'oxygène, c'est très difficile également. Mais vous voyez quand même que dans la classification de Mendeleïev, on a énormément d'atomes analysables avec cette technique. Voilà à quoi ressemble l'effet d'un tir laser sur la roche. Et vous avez un petit trou. Le laser lui-même fait 0,5 mm, c'est tout petit. Et le trou fait 3, 4, 5 mm, ça dépend des roches. Et vous avez ici l'effet d'un tir. Donc on a vraiment une analyse très ponctuelle, d'où la nécessité de faire ce type de forme géométrique. Là, c'est une droite, plusieurs tirs successifs pour voir s'il y a des variations spatiales dans la roche. Alors ils ont fait des droites, ils ont fait des carrés. On leur a demandé de dessiner CNES, mais bon, c'était interdit, ils n'ont pas pu le faire. Même pas NASA ou JPL, hein, on ne rigole pas. Voilà l'effet d'un tir laser dans de la poussière. Et c'est un effet... si on fait de multiples tirs, voilà ce que ça donne. Vous voyez que le tir n'est pas stable. Et en fait, c'est les variations thermiques du rover sur le rover lui-même qui fait que le rover grandit et baisse en fonction de la température. Et donc, ça explique pourquoi ce tir descend et monte successivement. Alors, cet instrument fonctionne extrêmement bien. C'est l'instrument tactique par excellence, puisque dès que le rover est quelque part, on peut tirer jusqu'à environ une dizaine de mètres sur toutes les roches autour. Et en fonction des analyses,
on va décider que telle roche est plus intéressante et ensuite le rover peut faire des prélèvements. Mais là, ça peut prendre 3 semaines. Donc, vous voyez le nombre de tirs, on est à 140 000 tirs et c'était au 600e sol. Aujourd'hui, je vous ai dit que c'était le 1000e sol. Donc, on atteint à peu près 250 000 tirs. Vous voyez, Solar Conjunction, c'est ce qui apparaît ici. On vient de rentrer, c'était un hasard complet, on vient de rentrer à nouveau dans la conjonction solaire, c'est-à-dire que Mars, le Soleil et la Terre sont alignés. On ne peut plus communiquer avec Mars, on ne peut plus communiquer avec Curiosity, et ça va durer 3 semaines. Donc tous les opérateurs qui travaillent d'arrache-pied vont prendre 3 semaines de vacances. Ça, c'est une excellente nouvelle pour eux. Mais il y a une pause, mais c'est valable pour tout ce qui tourne autour de Mars en ce moment. Donc Curiosity, mais également Mars Express, la sonde indienne. Un peu de météo. La météo sur Mars, c'est assez particulier. C'est essentiellement, c'est pas tellement les nuages et la pluie, ça n'existe pas. Enfin si, il y a des nuages, mais pas beaucoup. C'est surtout le vent. Et donc, en fonction du vent, l'atmosphère est très transparente ou moins transparente. Vous voyez qu'au début, Sol 60, c'est relativement transparent. On voit le rim, c'est-à-dire le bord du cratère qui est à environ 70 km. Et Sol 100, il y a beaucoup plus de vent et l'atmosphère est beaucoup plus opaque. On ne voit même plus le fond du cratère. Donc, c'est vraiment le vent qui est le paramètre déterminant dans la météo de Mars. Et là, vous avez un effet du vent qui soulève les poussières. Donc, au 4e sol, le rover était encore bien blanc. Et ensuite, il s'est déposé une couche fine de poussière sur à peu près l'intégralité de Curiosity. Et ça, c'est la situation de tout ce que l'on vit sur Mars. Tout est recouvert de poussière. Et donc, il faut parfois enlever cette poussière pour analyser la roche qui est en dessous. Alors ça, je laisserai, à mon avis, François le soin de répondre. Mais les couchers de soleil sont bleus sur Mars. L'auriez-vous cru? Moi, pas. C'est compliqué à expliquer, donc je laisserai François l'expliquer. Le ciel est plutôt saumonné, en général. Le soleil est plutôt blanc, mais les couchers de soleil sont bleus. Donc c'est un peu inversé par rapport à la Terre. Voilà, donc on y reviendra. Un autre phénomène qui existe sur Terre, mais qui n'est pas mesurable au sol, c'est le fait qu'au lever du soleil, la pression augmente considérablement. Vous passez de 600 Pascal à presque 800 Pascal. Et c'est un phénomène extrêmement régulier, d'un jour à l'autre. Alors ça existe sur Terre, mais ça se passe à très haute altitude, donc ce n'est pas mesurable réellement au sol. C'est simplement le fait que l'atmosphère est chauffée par le Soleil au lever du Soleil, et donc l'atmosphère se dilate, et ben, par effet direct, si l'atmosphère se dilate, la pression a diminué. Et c'est un effet qui est important, puisque ça dépasse les 10% de la valeur de la pression. Quand on sait que des gens sont sensibles au phénomène de basse pression sur Terre, le mal de crâne est tout à fait assuré sur Mars. Alors, un autre phénomène, là vous avez les fameux 10% journaliers, mais il y a une augmentation générale de la pression. Et ça, c'est quelque chose qui était connu depuis une mission célèbre qu'on appelle Viking dans les années 76-80. Voilà une année martienne qui dure presque 2 ans. Et on a la courbe de la pression pour les 2 atterrisseurs Viking. Donc, les 2 atterrisseurs n'étant pas au même endroit, les valeurs absolues ne sont pas les mêmes. Et vous voyez que c'est une courbe à 2 bosses. Alors, cette courbe à 2 bosses, on la comprend bien maintenant. En fait, la grosse bosse, c'est quand l'hémisphère sud passe au printemps, c'est-à-dire que l'hémisphère sud se sublime. Donc, vous avez énormément de CO2 qui rentre dans l'atmosphère et la pression générale de l'atmosphère de Mars atteint un maximum. Et la deuxième bosse qui est plus petite, c'est quand le même phénomène arrive dans l'hémisphère nord. Mais il y a moins de CO2 parce que le pôle nord est un peu plus froid, un peu plus chaud que le pôle sud. Donc, le phénomène est beaucoup moins marqué au niveau du pôle nord. Donc on observe le même phénomène, on rentre dans cette phase que je vous montrais ici. Concernant la température, là aussi la situation est assez étonnante. On a d'une part un thermomètre, donc ça s'appelle la température de l'air, mais on a aussi un radiomètre qui mesure la température du sol. Et en fait, on se rend compte qu'à la surface de Mars, c'est le sol qui chauffe l'atmosphère. Donc à la fin de la nuit, vous voyez que les gradients sont importants, hein. On atteint presque 100 degrés de différence entre le jour et la nuit. Et au moment du lever du soleil, la température du sol atteint moins 90 degrés et l'air est un peu plus chaud. Et ensuite, le sol va se réchauffer et dépasser zéro ici. Et l'atmosphère va essayer de rattraper la température. Donc en fait, c'est le sol qui chauffe l'atmosphère. La température de l'air étant mesurée à environ 1 mètre du sol. Et ça donne des courbes où il ne cesse de se rattraper.
Alors, un instrument très important sur Curiosity, c'est une usine à gaz. Voilà, c'est cet instrument qu'on appelle SAM, Sample Analysis at Mars, qui ne veut pas dire grand-chose. C'est un instrument qui est un QMS, c'est un spectromètre de masse. GC, c'est des colonnes de chromatographie. Et TLS, c'est Tunable Laser Spectrometer. En fait, c'est un système pour analyser par un laser accordable l'absorption de certaines molécules. Voilà le schéma de l'instrument. Alors, il est effroyablement compliqué. Il y a 90 vannes à l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous détailler tout ça. Voilà un schéma simplifié. C'est encore compliqué. Nous avons 5 colonnes de chromatographie. Ça, c'est la fourniture française. Q-Analyzer, c'est un spectromètre de masse. Et Time of Fly MS, c'est un autre spectromètre de masse par temps de vol. Alors, tout ça fait des choses compliquées, mais on peut mesurer la composition de l'atmosphère, essentiellement en mesurant la masse ou dans les colonnes de chromato. La première chose qui a été faite, ça a été qu'il faut changer les livres de physique, puisqu'on a mesuré très précisément la composition de l'atmosphère. Et aux surprises, c'est l'argon qui est le deuxième atome le plus abondant, alors que si vous ouvrez un livre de physique de l'atmosphère de Mars, il y avait écrit azote. Donc voilà, il a fallu corriger. L'argon est un peu plus abondant que l'azote, avec des précisions excellentes mesurées grâce à cet instrument. Alors, une autre molécule qui nous intéresse beaucoup, c'est le méthane. Et le méthane, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle beaucoup, que dis-je, oui, plus de 10 ans, peut-être même 12 ou 13. Plusieurs annonces ont été faites par le passé de découverte de méthane. Pour simplifier, je dirais qu'aucune de ces annonces ne sont vraiment confirmées par un consensus général dans la communauté. Il y a les gens qui pensent que ces mesures ne sont pas correctes, que c'est du bruit, que c'est un artefact, que c'est etc. Alors l'intérêt du méthane vient de ce qu'une des sources en bas à droite, il y a écrit microbes. Microbes, c'est la vie, c'est les bactéries. Et donc, ça ne veut pas dire que si on trouve du méthane, il y a de la vie. Mais ça veut dire que soit on a des phénomènes d'altération à haute température, water-rock interaction. Ça veut dire qu'il y a des zones où le CO2 et l'eau à très haute température, 2000 degrés, fabriquent du méthane. Ça, c'est une réaction chimique bien connue. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait des niches chaudes dans le sol de Mars. Et ça, c'est très intéressant parce que 2000 degrés, c'est trop chaud pour les bactéries, mais vous éloignez un peu, vous atteignez un peu moins de 100 degrés. Et si vous avez de l'eau, vous avez une zone qui est tout à fait propice pour la vie de bactéries actuellement sur Mars. Donc c'est pour ça que le méthane nous intéresse beaucoup. Néanmoins, il est détruit en permanence par les UV, par les rayonnements. Et CH4 loss, c'est la perte du méthane. Donc si on trouve du méthane aujourd'hui, ça veut dire que il a été probablement fabriqué maintenant ou alors peut-être stocké. Bon, il y a un phénomène de stockage aussi qui est possible, mais je ne rentre pas trop dans les détails. Voilà une mesure de méthane faite par SAM, c'est ces gros traits verts, et vous avez une zone autour du sol 500 pendant 80 jours où on a, vous voyez, les barres d'erreur sont assez importantes, mais néanmoins, on est au-dessus du bruit de fond. Et donc, cette publication qui date de 2-3 mois, est un argument fort. L'équipe SAM est convaincue qu'ils ont détecté du méthane. Alors néanmoins, il y a quelques bémols à apporter à cette courbe. D'une part, les points enrichment, c'est-à-dire qu'il y a une procédure pour accroître la précision de la mesure. Vous voyez que les barres d'erreur sont toutes petites. Et malheureusement, quand ils ont fait la mesure enrichment, eh bien, boum, la quantité de méthane avait complètement disparu. Donc il y a actuellement un débat et il y a pas mal de scientifiques, au moins quelques-uns, très compétents, qui disent qu'ils ne sont pas convaincus par cette mesure. Donc en gros, la conclusion du méthane, c'est que malheureusement, on ne peut pas conclure encore. Et il faut continuer à observer, et d'ailleurs, ou à mesurer en tout cas. SAM le fait régulièrement et sera amené à republier des résultats bientôt. Alors avec Curiosity, on a la possibilité de forer le sol, de prélever des échantillons, et c'est SAM notamment, avec un autre instrument qu'on appelle Kemin, qui analyse ces échantillons. On a une foreuse. C'est tout à fait la perceuse à percussion que vous avez pour faire du bricolage. D'ailleurs, le foret, c'est un foret type béton, hein, pour ceux les bricoleurs sont dans la salle. Et néanmoins, c'est une foreuse avec un aspirateur. Donc, le principe, c'est qu'on fore et on aspire toutes les poussières qui sont obtenues par le forage. Et on les met dans un petit godet et ensuite, on les analyse par les instruments SAM ou Kemin. Voilà typiquement à quoi ressemble un forage. Alors ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle quand on voit cette couleur verte. C'est que le sol est très oxydé en surface, mais par contre, dès qu'on pénètre à quelques centimètres, on a un sol qui est pratiquement pas oxydé, qui est très réduit.
Et c'est une bonne nouvelle puisque c'est un milieu qui est plus favorable à l'existence éventuellement de vie, peut-être, encore une fois, de vie ancienne, il y a quelques milliards d'années. Voilà typiquement un trou qui avait été fait, qu'on a appelé John Klein. Et sur le trou ici à gauche, vous avez des petits points noirs. C'est Kemkam qui a tiré dans le trou. Kemkam a la capacité de tirer de façon très précise. Le but était de viser ces veines. En fait, on sait maintenant que ce sont des veines de sulfate. Et vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Aucun des points noirs n'est tombé sur une veine. Pas de chance, mais dans d'autres circonstances, ils ont eu plus de chance et ils ont pu analyser et confirmer qu'on avait affaire à des veines de sulfate. Ça, c'est des choses intéressantes parce que les sulfates, ce n'est pas des roches volcaniques. Enfin, c'est des roches volcaniques altérées et qui se sont altérées en présence d'eau et probablement en milieu relativement acide. Alors, quand on analyse on met cette poussière qu'on a prélevée dans un petit four et on chauffe. Et on chauffe jusqu'à 800 degrés. Alors, au début, à 200, évidemment, on crache beaucoup de vapeur d'eau. Ça, ce n'est pas très surprenant. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'eau dans les poussières. Ce qui est intéressant, c'est l'eau qui est relâchée vers 700 degrés. Et ça, c'est la signature de la présence de clays en anglais, c'est-à-dire d'argile. Et les argiles, c'est un petit peu le Graal de ce que l'on cherche sur Mars en ce moment. Et d'ailleurs, c'est là où le rover se déplace depuis bientôt 3 ans. Il va sur des strates d'argile. Je vais y revenir. Autre information intéressante, il y a du soufre sous 2 formes. Une forme réduite, H2S, ça c'est l'œuf pourri, hein, H2S, et le SO2. Et donc on a une forme réduite et une forme oxydée. Et ça c'est intéressant parce que ça donne une source d'énergie chimique pour d'éventuelles bactéries. Si des bactéries avaient existé, il faut que j'aille un peu plus vite. Alors, un point qui a été cité, mais qui est passé un peu sous silence, c'est que Sam a mesuré la présence de chlorobenzène. Alors, le fait que ça soit un benzène, c'est une molécule de carbone avec 6 carbones. Le fait que la molécule soit chlorée ne vient pas de Mars. Enfin, ne vient de Mars, mais vient du processus d'extraction. Il y a ce qu'on appelle les perchlorates. Ce qui est intéressant, c'est que ce benzène serait martien. Et donc, on détecterait enfin, je dirais enfin, quelques molécules organiques. C'est extrêmement peu. On est dans des picomoles, c'est-à-dire 10-12 moles. C'est extrêmement faible, mais significatif. Ça, c'est un autre instrument Kemin qui détecte la présence d'argile en bas à droite. Donc, je passe rapidement. Pour finir, quelques images. Donc, on a croisé des belles météorites. Voilà, une belle météorite métallique qui a été observée à distance. Et d'ailleurs, la caméra qui est la plus performante, c'est la caméra de Kemkam qui donne ces images. Quelques selfies. Je passe rapidement puisque je suis déjà en retard. Là, vous avez une vue en contre-jour qui vous montre que le ciel est bleu au coucher du soleil. Alors, des artefacts. Voilà un artefact qu'on a beaucoup vu avec pas mal de commentaires sur Internet. Certains ont pensé que c'était les Martiens qui nous faisaient des petits signes. D'autres ont pensé que c'était un matériau très réfléchissant qui donc réfléchissait la lumière. C'est probablement un rayonnement cosmique sur le détecteur qui a activé ce détecteur et qui donne cette trace. Alors, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Voilà tout le chemin parcouru. Voilà, on longe cette fameuse dune de sable qu'on voit bien sur l'image, et on veut pas passer sur le sable. Donc on est obligé malheureusement depuis 1000 jours à longer cette dune et jusqu'à ce qui s'appelle entry point, c'est-à-dire qu'au moment où on va tourner à gauche et grimper sur la montagne. C'est ça le point entry point. On n'y est pas tout à fait, on est à peu près au-delà du dernier triangle vert ici. Et au passage, un phénomène assez intéressant, les fameuses veines de sulfate dont je vous parlais, mais ça c'est des grosses veines. Et en plus, un autre phénomène intéressant, c'est que parfois vous avez de la poussière qui s'accumule, parfois c'est l'inverse. Parfois, le vent érode le sol et en fait, toutes ces veines sont complètement en relief. C'est un phénomène assez courant sur Mars parce que les veines sont beaucoup plus dures que le sol au préalable, autour. Voilà la stratégie de contournement des dunes. Donc, on a décidé de prendre un raccourci qui est le chemin jaune et le but, c'est d'éviter le sable et viser les zones noires. Et pour atteindre Hematite Ridge, c'est déjà des zones d'argile, et c'est un peu cette zone qu'on voudrait voir. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui, et là, vous avez à droite la vision à distance de cette clay unit, c'est également des argiles. Donc c'est cet endroit-là qui est peut-être l'objectif numéro 1 de la mission Curiosity, et dont, aux dernières nouvelles, on devrait atteindre d'ici la fin de l'année. Bon, malheureusement, ils n'arrêtent pas de nous dire que les choses se retarde d'heure en heure. Rapidement, il y a un petit souci avec les roues.
ça, c'est les roues au départ. Elles étaient bien belles. Et puis, avec le temps, les roues se sont pas mal abîmées à cause de ce phénomène. Parfois, la roue se pose sur un caillou unique et il y a 50 kilos qui reposent dessus. Et là, vous voyez en haut de l'image, en haut de la roue, elle est totalement percée. Donc la roue devient inconsommable, d'où le fait que tout le terrain sur Mars est choisi en fonction de la rugosité. Et ça nécessite parfois de faire des contours pour éviter que les roues se dégradent plus. Voilà les derniers paysages qui sont vus. C'est là où le rover doit se déplacer. Et c'est une situation qui n'est pas très facile. Et en plus, en bas à droite, sur cette image, pardon, qui doit être presque ma dernière image, en fait, on a beaucoup de poussière ici. Et donc, ce n'est pas du tout favorable. Et on n'aime pas du tout partir dans la poussière comme ça. Donc, il va falloir contourner encore ce banc de poussière dans le futur. Pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent. Donc ça, c'est les équipes du FIMOC au CNES à Toulouse qui, une semaine sur deux, donc, opèrent cet instrument ChemCam et l'instrument SAM dont j'ai parlé. Voilà. Je crois que je suis en retard, c'est ça ? Juste pour terminer, si tu me laisses 2 minutes, je voudrais vous montrer à quoi ressemble, si j'y arrive, parce que j'ai un peu des soucis, à quoi ressemble la zone que l'on va explorer quand on va grimper sur cette montagne. Voilà. Donc, d'une part, on voit bien qu'il y a une différence entre... donc, les zones de sulfate sont ici. Au-dessus, c'est des zones très érodées, mais probablement c'est de l'érosion éolienne. La fameuse dune de sable, elle est là. Et les zones d'argile sont vraiment au pied de la montagne. Si elles sont en dessous, c'est qu'elles sont plus anciennes. Les argiles chronologiquement se sont formées avant les sulfates. Les sulfates, ce sont les grosses buttes d'environ une centaine de mètres qui sont là. Et c'est, en gros, l'objectif central, c'est cette région. Au-dessus, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, peut-être. Et la fin du film qui va vous montrer la partie supérieure, je crois qu'on ne l'atteindra jamais. D'abord parce que vous allez voir qu'elle est extrêmement rugueuse et chahutée. Et même pour un rover qui fait près de 3 mètres dans ses grandes dimensions, c'est quelque chose qui est complètement infranchissable. Je vous laisse apprécier la partie supérieure, ici. Donc voilà, cette zone-là, je pense qu'on n'ira jamais. D'abord, il faudrait encore 2-3 ans. Mais si vous regardez bien, on a des espèces d'angularités qui font 3-4 mètres de haut. Donc le rover n'est pas capable de se promener par là. On va rester au niveau des buttes en dessous. Mais l'objectif central, pour conclure, c'est d'atteindre les zones d'argile. À mon avis, ça va être maintenant début de l'année 2016. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Francis, pour ces explications très claires. Y a-t-il d'ores et déjà des questions du public dans la salle, puisqu'on va faire des intermittences comme ça, interactives, en fait, des petites portions interactives. Avez-vous des questions ? Monsieur, une question ? Oui, bonjour, merci. Je voulais juste avoir une question pure technologie. Au tout début, vous nous avez dit la réaction des techniciens en direct, j'ai entendu. Vu la distance, je voudrais savoir combien de temps le contact met-il pour arriver jusque sur la Terre et quelle marge ont les techniciens pour intervenir. Je suppose que tout est automatisé, mais quelle marge ont-ils pour corriger au cas où il le faudrait ? Non, en fait, quand je dis en direct, c'est en direct au moment où on reçoit le signal sur Terre. Mais évidemment, l'événement s'est passé environ 15-20 minutes avant. Donc on est à 20 minutes lumière à peu près. Donc on n'a aucune marge de manœuvre. Tout se passe de façon automatique et ça passe ou ça casse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la NASA a exigé que maintenant toutes ces sondes envoient des informations en temps réel sur les événements techniques de la descente, ce qui demande d'ailleurs toute une stratégie de déplacer les orbiteurs pour qu'ils soient au-dessus du rover au moment où le rover fait sa rentrée pour pouvoir communiquer. Parce qu'en fait, l'information transite via ces orbiteurs qui eux-mêmes envoient à la Terre en temps réel. Notamment Mars Odyssey est le plus souvent utilisé. Donc voilà, c'est du temps réel décalé de 20 minutes lumière, sans aucune possibilité d'interagir.
Alors François, tu as une question en suspens de la part de Francis. Explique-nous les couchers de soleil bleus sur la planète rouge. Alors, donc c'est lié au fait, la poussière, l'atmosphère elle-même est relativement fine, beaucoup plus fine que sur Terre, en pression, ce qui fait que l'atmosphère elle-même a peu d'effet, le gaz a peu d'effet sur les couchers de soleil ou la couleur du ciel. Donc on n'a pas le ciel bleu comme sur Terre et les couchers de soleil rouges lorsque le soleil se couche. Ce qui va avoir un effet, c'est les poussières. Donc on a des fines poussières qui font 3, 4 microns de diamètre, donc assez fines. Et elles sont, comme le sol sur Mars, vous avez vu, c'est plutôt orange parce qu'il y a de l'oxyde de fer, c'est rouillé, quoi. Et alors ces petites particules, lorsqu'elles sont en suspension dans l'atmosphère, elles interagissent avec le rayonnement du soleil. Donc le rayonnement du soleil, c'est la lumière blanche, c'est-à-dire en gros vous avez un mélange de bleu et de rouge. Alors les photons bleus, ils ont plutôt tendance, les photons rouges, on va commencer par les photons rouges, ont plutôt tendance à, quand ils rencontrent une particule de poussière, ils vont avoir tendance à rebondir dessus, à être diffusés un peu dans toutes les directions. Et c'est pour ça qu'on va voir ces photons rouges venir vers nous quand on regarde le ciel la plupart du temps, et on va voir un ciel un peu rosé, un peu saumon. Et puis, lorsque vous avez des photons plutôt bleus, ils vont avoir tendance soit à être absorbés par la poussière elle-même, puisqu'elle est rouge, donc le matériau est rouge, donc c'est absorbé, ça chauffe d'ailleurs, ça chauffe les poussières. Mais les photons qui ne vont pas être absorbés, il y a une fraction, ils vont rebondir, mais vers l'avant, ce qu'on appelle la diffusion vers l'avant, forward scattering. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on voit le soleil lui-même va être blanc, puisque les photons bleus et rouges vont être diffusés de la même manière, donc il n'y a pas une tendance à être plus rouge ou bleu. Par contre, autour du soleil, il va y avoir un halo bleuté, parce que là, la lumière va être dominée par ces photons bleus qui ont tendance à aller vers l'avant autour. Donc c'est pour ça qu'il y a un halo bleu autour du soleil. Soleil blanc, halo bleu, puis si vous tournez la tête, le reste du ciel est saumon orange. Si on peut mettre la diapositive à l'écran, on s'en rendra compte. Donc effectivement, donc ça veut dire que finalement la nature de ces couchers de soleil varie en fonction, comme sur Terre, en fonction de l'état de l'atmosphère. Plus il y a de la poussière ou moins il y a de poussière, et les teintes seront complètement différentes. C'est vrai, sauf que sur Mars, il y a toujours de la poussière. On a quand même un long historique d'observation depuis la surface, on a des années d'observation depuis l'orbite, et il y a toujours un peu de poussière, et donc suffisamment pour que le ciel soit toujours rosé et les couchers de soleil toujours bleutés. On n'a pas encore d'exception. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'en ai plein, donc évidemment, mais c'est votre priorité. Alors, quelle serait l'épaisseur de cette atmosphère de poussière? Alors, l'atmosphère elle-même, c'est surtout du gaz, donc du dioxyde de carbone à 95%. Alors, l'épaisseur, on la mesure en pression. La pression atmosphérique, c'est environ, en moyenne, 6 millibars. Donc, on compare ça avec 1000, un peu plus, millibars sur Terre. Donc, vous voyez que c'est à peu près 100 fois plus fin en termes de masse. Mais attention, la gravité est différente pour ceux qui qu'on fait la physique. Et donc, en fait, on va dire que l'atmosphère de Mars, en termes de quantité de gaz, est à peu près 30 à 40 fois plus fine que sur Terre. Voilà. Elle est fine, alors, mais vous n'allez pas définir l'épaisseur? Ah, mais c'est toujours difficile de définir les épaisseurs d'atmosphère. Donc, mais enfin, la pression, elle varie en fonction de la hauteur. Exactement. Et d'ailleurs, elle varie à peu près avec la même gradient verticalement que sur Terre. La raison, c'est que il y a la gravité, ce qui contrôle la décroissance de la pression en altitude, ce qui fait qu'il faut mettre un masque à oxygène pour grimper l'Everest. Eh bien, sur Terre, c'est une combinaison de la densité des molécules, enfin du gaz, la masse molaire, pour ceux qui ont fait de la physique, et puis la gravité. Alors, sur Terre, on a quelque chose d'assez léger, oxygène, azote, mais la gravité est importante. Sur Mars, la gravité est 3 fois plus faible, mais le gaz, c'est du dioxyde de carbone, et c'est beaucoup plus lourd. La masse de chaque molécule est beaucoup plus lourde, donc ça se compense, et en gros, on a ce qu'on appelle des échelles de hauteur. En gros, si vous montez à 8 km sur 8000 mètres d'altitude sur Mars, la pression aura décru autant que si vous montez en haut de l'Everest sur Terre. Je vais vous faire une autre réponse. En gros, l'épaisseur de l'atmosphère de Mars, c'est la même que l'épaisseur de l'atmosphère de la Terre. C'est une centaine de kilomètres. Mais elle est plus dense à 10 km comme ça sur Terre. Se compense entre Exactement. La masse des molécules, la gravité, etc. Monsieur, une autre question.
Je suppose que les batteries doivent être rechargées par temps clair. Les photos qu'on a vues qui sont genre tempête, non, monsieur. Les tempêtes de sable n'empêchent pas. Non, monsieur, c'est pas des panneaux solaires. Vous n'avez pas vu de panneaux solaires d'ailleurs. C'est une pile nucléaire. Donc c'est pas un réacteur, c'est une pile. Mais en gros, ça fabrique de l'électricité et ça charge en permanence la batterie. Et l'autonomie de cette pile? Le temps de demi-vie du plutonium 238, c'est 88 ans. Les voyageurs vont fêter bientôt leurs 40 ans. Donc voilà, on a des décennies. Merci. On sera fatigué avant, hein, vous savez. Alors Annie Chantal, non, vous... on ne pollue pas parce que... Moi j'ai une question pour Annie Chantal quand même. Pardon. Vas-y, excuse-moi. Non, monsieur dit on va polluer. On ne pollue pas dans la mesure où le RTG, donc cette pile, est complètement fermée au point de vue diffusion du plutonium. Et donc, voilà, elle reste intègre et puis le plutonium décroît en... Oui, c'est très confiné. Hein. Oui, oui. Annie Chantal, vous êtes une spécialiste des comètes, vous allez nous en parler dans quelques minutes. Pas spécialement de Mars, évidemment, mais vous connaissez bien Mars. Que vous inspirent des paysages aussi stratifiés que nous propose Curiosity? Précisément, c'est pour étudier ces couches géologiques, donc ces millefeuilles qui se sont accumulées probablement pendant des centaines de millions d'années, il y a des milliards d'années. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à la recherche en fait de nos origines et en comparaison, puisque l'idée c'est de dresser un espèce de tableau cet après-midi de différents corps de nature totalement différente dans le système solaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette découverte sur Mars, ce terrain de jeu, si je puis dire, pour le robot et pour les scientifiques du monde entier? Si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit, enfin, j'en aurais parlé pendant une demi-heure, bien volontiers, en insistant sur la complexité, sur ce que ça peut laisser entendre, sur ce dont on se doute, que Mars a été riche en eau liquide, qu'il y a eu des phénomènes de sédimentation, vous avez parlé d'argile, etc. Et puis, alors aujourd'hui, je dirais volontiers, au risque de faire un peu de provocation, comme c'est simple, comme c'est naturel, tout ce qui se passe sur Mars, parce que Mars, c'est quand même une planète qui est différenciée, qui est sphérique, qui a une gravité plus faible que la Terre, mais enfin, tout ça est bien raisonnable. Et qu'est-ce que c'est simple par rapport aux comètes qui sont à toute une collection d'autres échelles pour les phénomènes physiques qui se développent? Donc, en fait, André Braic n'est pas là, mais finalement, lui aussi. Donc, il y a une communauté, pas anti-Mars, mais qui dit finalement. Pas Mars, du tout, pas du tout. Mais, certes non. Mais Mars n'est quand même beaucoup moins au fil du temps, finalement, et des découvertes et des sondes spatiales, parce que Mars, comme la Lune, finalement. Mars a un avantage extrême. C'est qu'il est proche de la Terre, ou qu'elle est la planète proche de la Terre, on pourrait dire comme Vénus aussi, que ce sont aussi des planètes telluriques et que, par exemple, pour dire quelque chose de très simple, au niveau de l'évolution des atmosphères et des climats, on peut voir la différence colossale entre Vénus, la Terre et Mars, avec pourtant des distances au Soleil relativement proches les unes des autres. Ce sont quand même nos sœurs assez voisines. Et donc, on a commencé à étudier ces planètes telluriques bien avant qu'on ne commence à étudier à fond les comètes. Mais c'est fondamental pour la compréhension de tout ce qui se passe et aussi comme vérité terrain, si tant est qu'il y ait des planètes qui méritent d'être appelées telluriques à une distance d'habitabilité parmi les exoplanètes. Bon, très bien. Alors justement, c'est à vous de nous présenter l'exploration en cours de la sonde Rosetta autour d'une comète exceptionnelle qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko. Si certains d'entre vous s'en souviennent, nous nous sommes posés sur Churyumov-Gerasimenko, c'était le 12 novembre dernier, et on a vécu ce moment d'histoire en direct. C'était ici. Alors François d'ailleurs et Francis étaient là. Vous étiez à distance. Quand même moins loin que la comète. Hop. Voilà. C'est branché. Et voilà le petit pointeur. Et le président de la République était aussi parmi nous ce jour-là, on s'en souvient. C'est pas tous les jours qu'un président de la République, d'abord, vienne à la Cité des Sciences et en plus participe sympathiquement à un événement aussi important pour nous. Et il est même venu
aux Champs-Élysées voir la comète samedi dernier. Ah oui, d'accord. La reproduction du CNES de la comète en 3D. Hein. C'est ça. Toujours visible aux Champs-Élysées. Non. Depuis le 25 mai, elle n'est plus là. Mais elle faisait 3 mètres de long, avec une maquette de Philae à l'échelle. Et pour compléter cette série People, il a quand même aussi appelé son chien Philae. Donc c'est que ça l'a marqué. Bon, enfin voilà, retournons sur la comète.